Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs, organisatrices, présentateurs, présentatrices et à tout le staff qui a travaillé pour ce webinaire. Et je voudrais commencer par un mot seulement pour dire à la personne qui a posé la question sur les mineurs non accompagnés et que nous avons même au Sénat mon cabinet a fait un test contre les examens osseux, n'est-ce pas, qui sont des examens pas très précis, mais qui déterminent parfois l'âge de ces jeunes. Et bon, pour qu'on supprime ces tests. Et deuxièmement, lors des derniers textes sur les mineurs, et j'ai beaucoup insisté au nom de mon groupe écologiste sur l'accompagnement, sur la présomption de minorité et sur la contribution des départements à l'aide à ces jeunes. On ne les aide pas, on les déclare non mineurs parce que l'ASE n'a pas de fonds et que les départements ne veulent pas dépenser de l'argent et ils se débarrassent de ces mineurs non accompagnés. Alors, c'est un petit supplément, mais enfin, ça n'ajoute rien à ce qu'a dit notre collègue de la CIMAD qui a très, très bien exposé le sujet actuellement disons, un peu oublié à cause de la pandémie. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut en parler encore plus. Merci donc à notre collègue de la CIMAD. Alors, moi, je dois parler du multiculturalisme. Le multiculturalisme est une notion qu'on interprète très mal en France et qui dit multiculturalisme dirait, soi-disant, ce serait de l'anti-laïcité, ça serait un soutien à l'islam, etc. Tout cela relève de l'interprétation. Le multiculturalisme, si on veut résumer, c'est un ensemble de règles universelles du droit et le respect des singularités. Tandis que dans notre universalisme, c'est pas moi qui le dis, je cite la grande historienne et sociologue de la France qui s'appelle John Scott et qui est à Princeton et qui a beaucoup écrit sur l'universalisme français qu'elle définit comme catholique, masculin et blanc. Alors, bon, on peut bien sûr nuancer cette définition, néanmoins, on sait bien que cet universalisme théorique, puisque dans la réalité, cet universalisme a aussi beaucoup de carences, puisque cet universalisme est plutôt, disons, centré vers ce qui se trouve centré ou qui englobe le centre et pas la périphérie. Alors, quand je dis périphérie, c'est ces personnes qui n'ont pas la même couleur, la même religion et la même origine et qui sont issues de l'immigration ou de la diversité et parfois pendant plusieurs générations. Ce n'est pas seulement les nouveaux venus. Et quand on regarde un petit peu les grandes écoles et les postes de prestige, on voit très peu de personnes de couleur noire, peu de personnes dites de type arabe, maghrébin ou musulman. Enfin, je sais pas, musulman, ce n'est pas quand même une caractéristique d'origine, mais plutôt une religion. Tout cela se confond dans l'esprit de celui qui revendique l'universalisme. Dans les années 1970, on a fait des politiques adoptées dans plusieurs pays, prenant en considération les diversités des sociétés civiles. Le soutien public à l'expression des cultures minoritaires était en vogue, signe d'appartenance,
et promotion des individus issus de ces minorités dans les cercles de pouvoir, dans les médias. Et il y a eu vraiment des lois constitutionnelles en Australie en 73, en Suède en 75, qui ont adopté cette sorte d'universalisme que nous ramenons en France, surtout en période de crise comme maintenant, à l'islamo-gauchisme, à l'intersectionnalité, euh, bien sûr, tout ce qui concerne le colonial, décolonial, etc. Et vous savez qu'actuellement, il y a des violences adversaires, aussi bien à droite qu'à gauche, sur ces questions. Il y a en France, c'est vrai, une peur du fondamentalisme musulman et avec le durcissement des politiques migratoires, on voit très bien comment les choses se déroulent. On a une politique migratoire d'accueil qui est très défaillante, d'où ces campements dans les rues, et les gens sans papier. Nous en avons plein qui appellent notre cabinet pour qu'on les aide à avoir des papiers, un logement défaillant, une prise en charge défaillante, etc. Mais tout cela se confond dans une sorte de nationalisme montant qui voudrait privilégier seulement ceux qui rentrent dans le cadre de cet universalisme. D'ailleurs, on voit ça avec les femmes aussi. Hein. On peut se poser la question. La moitié de la population mondiale et française qui n'a pas le même taux d'accès au cœur de la République. Il en est de même pour les personnes issues de l'immigration, pour les personnes de couleur, etc., etc. Donc, il y a un vrai problème de nationalisme et d'une montée. Et disons, en France, on répète pas trop parce qu'on est un pays laïque, sauf que la laïcité est devenue une sorte d'instrument pour dire que, sans le dire d'ailleurs, que ce modèle doit être appliqué à tout le monde, ce qui signifie qu'on ne respecte pas la particularité des personnes issues aussi bien de l'immigration, l'identité des femmes, l'identité des LGBTQI, l'identité des gens qui n'entrent pas dans la catégorie universalisante. Alors là, ça pose des vrais problèmes puisque la laïcité est instrumentalisée dans ce sens. On arrive même, on va voir là avec la loi séparatisme dont je suis chef de file, que nous allons avoir au Sénat dans 15 jours et que nous préparons depuis un moment, et on voit cet ensemble de choses se mélanger d'une manière, disons, très idéologique et non inclusive. Alors, c'est un vrai problème. C'est vrai que la France n'a jamais parlé pour ces migrants d'intégration seulement, a parlé souvent tout au long de l'histoire d'assimilation. C'est ce que la République a fait déjà avec les Juifs dès la fin du XVIIIe siècle, en les émancipant, en leur donnant la nationalité française en 1791 et 92, parce que ça a duré 2 années, puisque les Juifs alsaciens n'ont pas eu en même temps que les Juifs de Bordeaux, etc., etc. On ne va pas entrer dans les détails. Et on leur a imposé un modèle. Quand on lit le livre de l'abbé Grégoire du XVIIIe siècle, bien sûr, on impose un modèle où tu deviens français et ta religion, tu la pratiques à la maison. D'ailleurs, on leur demandait d'être français à l'extérieur et juif à la maison.
Alors, c'était l'adage de l'époque. Et aujourd'hui, avec la montée des mouvements identitaires, d'une forte identification des gens, des personnes, qu'elles soient LGBTQI, qu'elles soient noires, qu'elles soient d'origine dite arabe. Aujourd'hui, ces personnes, y compris les juifs d'ailleurs, aujourd'hui, ces personnes veulent revendiquer leur identité sans aucunement nier les principes de la République. C'est vrai qu'il y a le terrorisme, ça a aggravé les choses, c'est vrai qu'il y a des mouvements salafistes, mais enfin, et c'est vrai qu'il faut voir ce côté, disons, des choses, mais on ne peut pas réduire les musulmans au terrorisme et au salafisme. D'ailleurs, je suis tout à fait étonnée qu'aujourd'hui, on parle d'un islam, disons, fondamentaliste en utilisant le mot islamisme. Je n'ai jamais compris puisque toute appartenance ou toute, disons, toute religion monothéiste porte un isme. On parle du catholicisme, du christianisme, du judaïsme, mais quand on dit islam, alors islamisme n'est pas un islam neutre, un islam du quotidien, ça devient un islam fondamentaliste. Alors, ces confusions, on les voit dans cette nouvelle loi qui est assez pernicieuse et qui montre très bien le contexte en France et qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, on ne va pas parler de minorité. On utilisait ce mot, maintenant on l'utilise moins, on utilise diversité qui est un mot fourre-tout. Tout cela n'a pas été, enfin quand on parle de minorité, on ne parlera pas d'une minorité portugaise, d'une minorité arménienne, d'une minorité italienne, parce que les migrants d'origine chrétiennes ne sont pas considérées comme des minorités. Alors, c'est un vrai problème. Il vaut mieux se poser la question et pour préparer des réponses, parce que c'est un des problèmes également discriminatoires et qui, aujourd'hui, fait débat. Bien sûr, il y aurait des migrants d'origine chrétienne qui ne seraient pas problématiques, et puis il y aurait les autres. Puis il y aurait aussi les Asiatiques. Le bouddhisme est considéré dans la majorité des cas comme une philosophie et pas comme une religion. Donc, l'attitude à l'endroit des Asiatiques est assez ambiguë. Ils peuvent, par exemple, les Asiatiques fêter le Nouvel An dans la rue avec des masques, des effigies, etc. Et pensons un instant si on aurait pu faire l'Aïd des musulmans dans la rue en égorgeant des moutons. Alors, moi, je pose les questions, je n'ai pas de réponses, mais c'est surtout cette idée de multiculturalisme qui est négative chez nous. Alors, je voudrais quelques instants, avant de revenir de nouveau à l'islam aujourd'hui et à tous les problèmes posés dans l'imaginaire, revenir un tout petit peu à ce modèle qui ne fonctionne plus. Le multiculturalisme ne veut pas dire je reste attaché seulement à ma communauté. Vous savez bien qu'il y a un retour à sa communauté lorsque il y a des problèmes. Et un retour à sa communauté, ça ne veut pas dire que tous les musulmans vivent ensemble, tous les juifs vivent ensemble, tous les musulmans gagnent la même chose. Non, le communautarisme est un concept imaginé, c'est plutôt une appartenance. C'est une appartenance culturelle. On peut, par exemple, être juif, ne pas aller à la synagogue et se dire juif, parce que c'est une appartenance culturelle.
Et d'ailleurs, il y a eu des replis chez les Juifs aussi lorsque l'antisémitisme a réémergé ces dernières années. On peut dire la même chose pour les arabo-musulmans, oui. Vu la situation actuelle avec ces discriminations, ces rejets, on ne peut même plus appeler le fait d'être contre les musulmans, on ne peut pas dire islamophobie parce que c'est devenu c'est une sorte de symbole de l'islamo-gauchisme, un mot encore qui n'existe absolument pas en soi. C'est quoi être islamo-gauchiste? On a mis les intersectionnels, ceux qui travaillent sur les LGBTQI, tous ceux qui travaillent sur le genre. Tout le monde est aujourd'hui islamo-gauchiste. C'est que la France n'est pas en mesure d'accepter que les gens gardent leur culture et puissent être français à part entière. C'est un problème qui préoccupe d'ailleurs depuis le 19e siècle. Et aujourd'hui, l'État, après le concordat du 19e, s'occupe encore, a commencé à s'occuper même de la religion. Regardez, on veut réformer l'islam. Je suis tout à fait d'accord que l'islam peut se réformer, prendre d'autres voies, changer certains modes de fonctionnement, mais ce mouvement ne peut pas venir d'en haut. L'État ne peut pas dire aux gens comment ils doivent prier, comment ils doivent devenir un bon musulman, etc. Mais l'État aujourd'hui est laïque s'introduit dans la religion et régimente les religions. Voilà ce qui arrive avec la loi séparatisme dont je vous ai parlé. Le modèle est poussé à l'extrême. Tandis que dans le multiculturalisme, vous allez, par exemple, vous allez à l'aéroport, vous êtes à l'aéroport à New York, vous voyez des latinas, des filles issues d'Amérique latine qui parlent entre elles, des amis, des copines, des employés qui parlent entre elles en espagnol. Et puis, quand le client arrive, elle parle un anglais parfait. Alors, ça, c'est ce fonctionnement multiculturaliste en Amérique. Vous venez quand les gens sont arrivés de Cuba, et ils ont quitté Cuba, ils ont fui Cuba. Alors, les personnes de la communauté cubaine bien installée en Amérique et depuis assez longtemps a accueilli les nouveaux arrivants, leur a trouvé du travail, etc. C'est vrai que ça, c'est le bon côté du multiculturalisme qui peut aussi déboucher à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, dans le monde universitaire et ailleurs, mais plutôt ça a commencé dans le monde universitaire. La politique a été remplacée par la revendication identitaire. Alors, ça fait que aujourd'hui, on ne peut plus faire de la politique si on ne passe pas par l'intersectionnalité, par le racisme, l'antiracisme, le racisme, quand je dis la lutte contre le racisme, l'antiracisme, le colonial, le décolonial, etc. Donc, vous voyez, il y a des excès. Mais dans notre société moderne, internationalisée par Internet, où les frontières sont tombées sur Internet, alors on ne peut pas se dire que le multiculturalisme ne peut pas arriver chez nous. Alors c'est cet arrivage, cette entrée du multiculturalisme dans notre pays qui fait débat avec toutes ces invectives, les islamo-gauchistes, les institutions universitaires gangrénées par l'islamo-gauchisme, etc. C'est une réaction très brutale et aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, on a mis la laïcité au milieu dans un combat entre islam et laïcité. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. La plupart des musulmans qui sont en France, ils sont des gens comme tout le monde, ils sont pas toute la journée en train de prier, ils ont des coutumes qu'ils respectent, une culture culinaire, une culture familiale, une culture dans la langue, etc., etc. Alors, non, tout ça est mal vu et c'est un problème parce que la société sera de plus en plus, elle se divisera entre ce multiculturalisme et cette
ce républicanisme, enfin je parle de la France, ce républicanisme qu'il ne faut pas non plus instrumentaliser contre les musulmans, parce que la loi séparatisme est dirigée contre les musulmans au nom de la laïcité. Nous voulons tous garder la laïcité parce que la laïcité, c'est notre socle commun de bien-être, de bien vivre, mais la laïcité de 1905, puis les ajouts de 1907 font que la liberté du culte est aussi un fondement. Et aujourd'hui, ce fondement est en train d'être, disons, bafoué au nom, n'est-ce pas, au nom d'une lutte contre le multiculturalisme. Alors, voilà, je finirai en disant, j'ai dépassé mon temps, je suppose. J'ai dépassé mon temps. Je pose la question. Pas encore. 3 minutes. 3 minutes. Alors, moi, je dirais qu'il faut aujourd'hui se poser la question. Et si on veut échapper au multiculturalisme tout en essayant de combattre les discriminations qui font que ces minorités visibles qui n'arrivent pas à forcer l'ascenseur pour entrer en politique, avoir des postes, entrer dans les grandes écoles. Bon, il y a à Sciences Po une filière, mais ça serait, si vous posez une question, je vous en parlerai également. Les partis devraient commencer aussi, parce que la politique est une voie pour ces minorités visibles pour réussir et changer les politiques aussi bien migratoires, les politiques antidiscriminatoires, etc. Mais l'ascenseur ne bouge pas parce qu'il n'y a pas assez de place à partager, il faut le dire clairement, il n'y a pas assez de place à partager, c'est comme dans les partis politiques, on donne des postes sur les listes, même dans un parti comme le nôtre, très ouvert aux minorités, antidiscriminatoires, antiracistes. Dans un parti comme le nôtre, sur les listes, aux places éligibles, il n'y a pas beaucoup de gens issus des minorités visibles. Et ça serait une voie pour aussi se battre contre les mauvais côtés du multiculturalisme, qu'il est trop identitaire. Hein? Bon, on peut trouver un modus vivendi autour de la laïcité tout en pratiquant sa religion et en revendiquant son identité. Parce que ceux qui nous dirigent pensent que les revendications identitaires disparaîtront parce qu'ils feront des lois stigmatisant contre les uns et les autres. Alors, donc, j'appelle à ce modus vivendi entre les deux, sans les excès, parce que notre système est aussi excessif, qui demande aux gens de tout abandonner au nom de la République et sans toucher aux migrations, aux gens issus des migrations chrétiennes qui ne sont pas vus comme minorités visibles. Donc, le problème est complexe et pour cela, je propose 2 choses parce que de la critique, il faut passer aux propositions. Il faudrait aujourd'hui qu'on sache par les statistiques dites ethniques. Enfin, le mot ne me plaît pas, mais on pourrait, comme les chercheurs le font d'ailleurs, nous avons fait, quand moi j'étais à l'université, j'ai participé à des programmes pour savoir où aboutissent ces jeunes nés en France ou venus très jeunes en France, quel est leur itinéraire, à quoi ils aboutissent, quelle est la formation qu'ils suivent, quelles sont les écoles qu'ils suivent, etc. Et puis leur métier, il suffirait seulement de mettre le pays de naissance. C'est tout. Dans lorsqu'on fait des sondages ou avec leur volonté, n'est-ce pas? Même sur les registres, il y a plusieurs façons d'indiquer cet élément et essayer de savoir quel est le nombre, parce que nous parlons sans connaître le nombre des gens, sans connaître les itinéraires des personnes qui sont discriminées. Et la deuxième chose qui va vous faire
qui va peut-être vous énerver. Je suis pour la discrimination positive. Et j'aime pas ce mot parce qu'il n'y a pas de discrimination qui soit positive. En France, on est allé jusqu'à traduire le positive action américain en discrimination positive. Je suis plutôt pour l'action positive, à savoir qu'il faut, et comme on l'a fait avec la parité, même si ça ne marche pas très bien, légiférer pour une période donnée, limitée, sur cette action positive pour que les personnes issues des minorités et les femmes toujours qui et ne profitent pas assez de la loi sur la parité. Enfin, on ne les fait pas profiter assez. Vous voyez, hein, on est 23% ou 30% au Parlement. Au gouvernement, on n'est pas très, très nombreuses non plus dans les conseils d'administration, etc., etc. Pour que je ne prétends pas qu'il faut faire de l'action positive une loi fixe sans limite, mais pour une période, c'est très utile pour qu'on arrive pas au multiculturalisme, mais que la société multifacette, la société de la multitude que nous sommes, apparaisse aussi dans les institutions, la société, et qu'on puisse arriver à une certaine, pas vivre ensemble, parce que le vivre ensemble est un mot creux, mais avoir une cohésion sociale. Merci. Merci beaucoup Esther Benbassa.